Et si la prochaine mission de la NASA sur la Lune n'était pas l'exploration, mais le contrôle? Pendant des décennies, on nous a dit que la Lune appartenait à tout le monde. Depuis que Neil Armstrong y a planté la bannière étoilée, la Lune est restée l'une des rares frontières véritablement neutres de l'humanité. Un endroit où toute nation capable de l'atteindre pouvait mener des recherches et de l'exploration. Mais cette ère est-elle sur le point de se terminer? L'avenir de la Lune pourrait-il ressembler moins à un grand pas pour l'humanité et davantage à une immense forteresse américaine? La NASA se prépare-t-elle vraiment à construire une immense forteresse lunaire autonome, reposant sur une technologie de drone de pointe, pour sécuriser l'un des sites les plus précieux de la Lune? Parce que si c'est vrai, la nouvelle course vers la Lune ne consistera pas à y arriver en premier. Il s'agira de décider qui pourra y rester. En ce moment, le cratère Shackleton est l'un des endroits les plus importants de la Lune. Situé au pôle sud lunaire, c'est l'une des caractéristiques géographiques les plus inhabituelles de la Lune. La bordure du cratère s'élève suffisamment haut pour que certains de ses sommets, appelés les pics de lumière éternelle, reçoivent la lumière du soleil pendant près de 90% du jour lunaire. Mais à l'intérieur du cratère, les conditions ne pourraient pas être plus différentes. Constamment plongé dans l'obscurité, il crée un piège à froid qui gèle instantanément tout ce qui s'y trouve. Le cratère a été examiné par des sondes spatiales sans équipage, et leur découverte indique qu'il est probable que de la glace d'eau soit présente. C'est l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre unique satellite, et c'est aussi l'un des plus précieux. La NASA a récemment révélé un calendrier en 3 étapes qui ramènera les États-Unis sur la Lune pour la première fois depuis 1972. L'agence investit plus de 20 milliards de dollars dans cet effort, avec pour objectif de remettre des astronautes sur la surface lunaire d'ici quelques années. Mais il ne s'agit pas seulement de planter un autre drapeau, il s'agit de domination. L'Amérique veut établir un plan d'appui sur la Lune, et c'est là que la phase 3 entre en jeu. Connu sous le nom de présence humaine durable, le programme permettrait de créer une base lunaire capable d'accueillir non seulement des astronautes, mais aussi, à terme, des résidents de longue durée. Pour la première fois, l'humanité aura une station permanente sur un autre monde. Elle sera construite sur le cratère Shackleton et entraînera la création d'un périmètre massif autour du cratère, couvrant plus de 80 000 km². Les astronautes ne feront pas qu'explorer la Lune, ils vont la revendiquer. Le plan prévoit que la base soit protégée par certaines des technologies de drones les plus avancées jamais développées. Les drones cartographieront et surveilleront la surface lunaire, tout en se déplaçant de manière autonome. Mais il ne s'agit pas seulement de caméras, ce sont eux qui assureront la sécurité. Ces drones arriveront à la surface de la Lune bien avant que des humains n'y posent le pied. Ils seront finalement utilisés pour créer un réseau de surveillance autonome, alors que le cratère Shackleton passera sous contrôle américain. Mais la NASA ne lance pas la course vers la Lune, elle a déjà commencé depuis longtemps. Alors que le public n'a découvert ses plans ambitieux qu'en mai 2026, la NASA préparait déjà le terrain depuis des années. La première phase aura lieu entre 2026 et 2029, et il est prévu qu'elle implique 25 lancements, dont 21 atterriront sur la Lune. La plupart des missions précédentes vers la Lune, utilisant des engins spatiaux non habités, consistaient à envoyer un seul vaisseau de surveillance. Cette fois, c'est différent. L'objectif est d'acheminer jusqu'à 4 tonnes d'infrastructures pour commencer le processus de construction de la base lunaire par étapes, et transformer l'un des environnements les plus hostiles de la Lune en un lieu accueillant. Au cœur du plan de la NASA se trouve l'atterrisseur Mark 1 Endurance, construit par la société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin. Pendant des années, Jeff Bezos a observé depuis la touche, alors que SpaceX d'Elon Musk dominait la nouvelle course à l'espace. Maintenant, on lui a confié l'une des missions les plus importantes de son histoire, et il va devoir être à la hauteur. La première phase, appelée Base Lunaire 1, verra le module d'atterrissage Endurance commencer ses missions initiales vers la Lune. Ses premiers vols sont conçus pour tester ses capacités, en visant la crête de liaison de Shackleton et en s'assurant que ses technologies d'atterrissage et de propulsion peuvent fonctionner en toute sécurité. Une fois ces missions terminées, le module d'atterrissage commencera à décharger ses premières charges utiles technologiques. Cela inclut des caméras haute résolution et un réflecteur laser conçu pour aider les futurs engins spatiaux à localiser et à naviguer sur la Lune, avec une bien plus grande précision. Car beaucoup d'autres arriveront. Griffin Mission 1, un atterrisseur lunaire développé par la société de robotique Astrobotic Technology, jouera un rôle clé dans Moonbase 2, tandis que Blue Origin s'occupera des systèmes d'atterrissage pour les humains. La mission Griffin 1 se concentrera sur la construction de l'infrastructure lourde à la surface. L'un de ses développements clés est la Flex Lunar Innovation Platform. C'est un rover lunaire polyvalent conçu pour opérer à la surface pendant que la base commence à prendre forme. Ce rover transportera les charges utiles livrées depuis la Terre, les amenant exactement là où elles sont nécessaires au début de la construction de la base lunaire. Pour la base lunaire 3, Blue Origin et Astrobotic seront rejoints par d'autres partenaires à mesure que la mission passera à son stade le plus avancé jusqu'à présent. Cette phase verra le déploiement de l'atterrisseur Nova C Trinity, construit par Intuitive Machines. Cette mission apportera une technologie analytique spécialisée qui explorera et étudiera les anomalies magnétiques sur la Lune, ainsi que les mystérieuses volutes lunaires qui continuent de déconcerter les scientifiques aujourd'hui. Pour la première fois, cette étape du programme s'étend également au-delà des États-Unis,
en intégrant une coopération internationale avec des partenaires, notamment le programme spatial sud-coréen et l'Agence spatiale européenne. Mais la coopération n'est que la première étape vers le contrôle. Alors que la NASA commence à fournir l'infrastructure pour ouvrir la voie à l'habitation humaine, elle se prépare également à établir le plus vaste périmètre de l'histoire humaine. Alors que les premières étapes de la base lunaire progressent, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA se prépare pour une mission en 2028 qui déterminera si l'ensemble de la mission est un succès ou un échec. Les drones Moonfall sont des dispositifs autonomes capables de sauter, inspirés par le succès de l'hélicoptère Ingenuity de la NASA sur Mars. Ils seront transportés à bord du vaisseau spatial Electra, qui acheminera un groupe de 4 drones de 250 kg vers la surface lunaire. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Mais au lieu d'atterrir avec eux, le vaisseau principal les libérera pendant le trajet. Cela permettra aux drones de se déployer de manière autonome une fois qu'ils auront atteint la Lune. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de vaisseau de contrôle, ni de seconde chance. Ils sont livrés à eux-mêmes. Une fois qu'ils auront atteint la surface lunaire, ils utiliseront jusqu'à 10 caméras haute définition pour créer une carte du terrain, difficile d'accès, à l'intérieur du cratère. Les drones seraient équipés d'une technologie permettant de recueillir des informations de manière indépendante. C'est important car cela permettra à la NASA de créer une grille de relevée en temps réel au-dessus du pôle sud lunaire, bien avant qu'un équipage ne pose de pied sur la Lune. Parce que ce qui vient ensuite, c'est l'homme qui s'aventure dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre voisinage. Il existe des plans pour des bases lunaires depuis des décennies, même si la plupart relevaient davantage de la science-fiction que de la réalité. Les discussions sur la façon d'alimenter une entreprise d'une telle ampleur penchaient souvent vers l'énergie solaire. Ce serait durable, facile à entretenir et fiable. Il y a juste un problème, cela ne fonctionnerait pas. Le cycle lunaire ne fournit de l'énergie solaire que pendant 50% du mois, ce qui plonge la Lune dans l'obscurité pendant une nuit de 14 jours. Il n'est pas possible de créer une capacité de stockage qui vous permettrait de tenir pendant la moitié du mois. Les batteries de secours seraient incroyablement coûteuses, difficiles à transporter et sujettes aux pannes. Et cela signifierait la mort. Le cratère Shackleton est l'un des endroits les plus froids de la Lune, où la longue mue lunaire peut faire chuter les températures jusqu'à environ moins 400 degrés Fahrenheit pendant plus de 336 heures. C'est similaire aux conditions sur Pluton, la planète naine glacée à la périphérie de notre système solaire. L'objectif est de créer une base lunaire, un environnement contrôlé, capable de soutenir la vie humaine sur le long terme. Les sorties humaines à l'extérieur seraient limitées et effectuées dans des combinaisons à régulation thermique. Mais pour cela, une nouvelle forme d'énergie sera nécessaire. Le joyau de la couronne du plan de base lunaire de la NASA est son projet de production d'énergie de surface par fission, développé en partenariat avec le département de l'énergie. Il utiliserait un système d'énergie nucléaire autonome, capable de maintenir la base en fonctionnement, quelle que soit la mue lunaire, les tempêtes solaires ou les retards d'approvisionnement. L'objectif à long terme est de l'utiliser dans le cadre d'une colonie martienne, mais il fera ses débuts sur la Lune. La fission présente de nombreux avantages. Le système est compact et léger, et il peut être reproduit pour de futurs avant-postes. Si cela fonctionne, les problèmes d'alimentation seront résolus. Le système d'énergie par fission, encore en cours de développement actif et prévu pour un déploiement ultérieur, devrait générer jusqu'à 40 kW d'énergie pour la base. C'est à peu près l'équivalent de l'électricité nécessaire pour alimenter environ 30 foyers sur Terre pendant une année entière.
Mais ces foyers ne fonctionnent pas sur la Lune. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Sur la Lune, une panne de courant se compterait en heures avant que tout le monde sur la base ne meure de froid. Il n'y a aucune marge d'erreur ici, et la technologie est expérimentale. Il y aura un niveau de risque inhérent pour toute personne qui rejoint ce projet lunaire, mais selon la NASA, c'est un risque qui en vaut la peine. Car il y a un secret dans les recoins les plus sombres du cratère Shackleton. Un secret pour lequel on pourrait mourir. Au début de la course à l'espace, c'est exactement cela, une course. Le monde était en pleine guerre froide, avec deux superpuissances qui se disputaient l'avantage. Personne ne savait ce qui se passerait si les soviétiques arrivaient les premiers sur la Lune. Déclarerait-il la Lune comme territoire souverain et menacerait-il d'une attaque militaire si quelqu'un d'autre essayait d'y atterrir? Au final, la victoire des États-Unis a permis d'envisager un avenir où la dernière frontière sera un territoire neutre que tout le monde pourrait explorer. Aujourd'hui, certains essaient de préserver cet état de fait. Les accords Artemis ont été introduits en 2020, comme un ensemble d'accords non contraignants visant à façonner l'avenir de l'exploration spatiale dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Aujourd'hui, 67 pays ont signé ces accords, y compris les États-Unis, une grande partie de l'Europe, ainsi que des puissances spatiales émergentes comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Mais deux acteurs majeurs sont notablement absents, la Russie et la Chine, toutes deux rivales de longue date des États-Unis dans le domaine spatial. Et la Chine en particulier n'a jamais caché son ambition de construire sa propre base lunaire. Alors, les États-Unis sont-ils sur le point de violer leurs propres principes? L'un des fondements des accords Artemis est que toutes les activités dans l'espace doivent avoir des objectifs pacifiques. Les nations devraient s'engager à la transparence et au partage mutuellement bénéfique des informations scientifiques. Cela semblerait empêcher l'appropriation nationale de la Lune, mais les États-Unis ont une échappatoire à cela. La section 11 des accords Artemis exige que les signataires évitent toute activité pouvant causer une interférence préjudiciable avec les opérations d'une autre nation dans l'espace. Sur le papier, cela rend le développement à grande échelle sur la Lune difficile. Mais plus loin, il y a une réserve importante. Le texte précise que la nature et l'existence des zones de sécurité devraient évoluer au fil du temps, en fonction de l'état d'opération concerné. Cela donne au gouvernement une certaine marge de manœuvre pour créer ce qu'on appelle des zones de sécurité sur la Lune. Il se trouve justement que la conception américaine de ce qu'est une zone de sécurité est très large. Les critiques du programme actuel évoquent le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967, signé avant que les États-Unis n'aient remporté la course à l'espace. Ce traité limite essentiellement la Lune et tous les autres corps célestes à des usages pacifiques. Ce traité a été signé par l'URSS à une époque où les États-Unis avaient l'avantage, et il a été respecté depuis lors. La Chine a rejoint le traité en 1983. Bien sûr, le fait que seuls les États-Unis aient jamais posé des hommes sur la Lune a en grande partie rendu ce traité caduc, mais cela pourrait changer. Les critiques du plan actuel des États-Unis disent qu'il risque de provoquer une course aux armements dans l'espace. Mais cela pourrait déjà être en train de se produire. Parce qu'il y a quelque chose sur la Lune qui pourrait être la clé de tout le système solaire. Les gens suivent avec intérêt la mission américaine actuelle car, en apparence, elle a choisi d'un des endroits les plus difficiles de la Lune pour installer sa base. Tout ce qui est exposé au fond du cratère sera instantanément gelé. C'est précisément pour cette raison qu'elle doit être là. L'espace peut sembler paisible à première vue, mais il est en mouvement constant. Le cosmos transporte en permanence des particules provenant d'autres corps célestes. La glace d'eau étant l'une des plus courantes, elle peut dériver en petites quantités ou être transportée à l'état solide sur des comètes. La forme qu'elle prendra dépendra de l'endroit où elle atterrit. Toute glace qui atterrit dans le cratère Shackleton restera gelée, peut-être pendant des éons. On estime qu'il pourrait y avoir plus de 100 millions de tonnes d'eau gelée emprisonnées là-bas, dans le cratère. C'est plus de 40 000 piscines olympiques. Dans la course à l'espace, cela pourrait être un atout majeur. L'un des plus grands défis pour créer une base lunaire sera de garder en vie toutes les personnes qui y vivent. La nourriture sera probablement une combinaison de repas d'astronautes préemballés, livrés à la base, et de produits cultivés sur la Lune une fois que des jardins auront été mis en place dès les premières étapes. Mais l'eau sera plus difficile à obtenir. Le corps humain peut survivre plus longtemps sans nourriture que sans eau. Quelques jours seulement sans cette dernière peuvent entraîner la mort. Si les États-Unis parviennent à trouver une source d'eau fiable sur la Lune, ils pourront rendre la vie sur leur base lunaire durable. Les États-Unis ont peut-être trouvé la clé pour vivre longtemps sur la Lune. Mais ce n'est qu'un point de départ. La NASA et beaucoup de ses partenaires ont désormais les yeux tournés vers Mars. Et pour cela, il faut de l'énergie. Le cratère Shackleton est entouré par les pics de lumière éternelle, les hauteurs situées sur le rebord du cratère. Elles sont exposées au soleil pendant 90% de l'année lunaire. En installant des panneaux solaires à cet endroit, la base serait dotée d'une solide réserve d'énergie, qui pourrait servir à maintenir la base en fonctionnement, ou à alimenter tout vaisseau se posant sur le satellite. Mais la NASA n'est pas la seule agence spatiale à avoir les yeux rivés sur cet emplacement incroyablement précieux. Le projet lunaire des États-Unis a un objectif final très ambitieux. L'objectif est d'abord de livrer l'infrastructure par le biais de missions sans équipage, puis de commencer à faire atterrir des astronautes en 2028. Après cela, une deuxième phase s'ensuit. 27 lancements, 24 atterrissages lunaires et plus de 60 000 kg de cargaison supplémentaires
livrés à la surface. De 2029 à 2032, l'objectif change à nouveau. Construire l'infrastructure nécessaire pour permettre la vie humaine durable sur la Lune. Pendant cette période, les premiers colons travailleraient aux côtés de systèmes autonomes, pour agrandir et entretenir la base, ainsi que ses réseaux de recherche en expansion. C'est un plan extrêmement ambitieux, que de nombreux experts jugent trop précipité. Mais les États-Unis sont dans une course contre la montre. C'est parce qu'ils ont un rival. La Station internationale de recherche lunaire, ou ILRS, est un projet mené conjointement par la Chine et la Russie, visant à créer leur propre base lunaire. Elle sera exploitée par les deux grandes puissances, qui entretiennent une relation tendue avec les États-Unis, aux côtés du Pakistan, de l'Égypte, du Venezuela, de l'Afrique du Sud et de la Serbie. Ils le planifient depuis longtemps. La Chine mène des missions lunaires sans équipage depuis 2007. L'agence Roscosmos de la Russie lance également ses propres sondes vers la Lune, bien que son bilan soit plus irrégulier. Mais maintenant, ils veulent devancer les États-Unis sur la Lune. Le calendrier de l'ILRS ressemble beaucoup à celui des Américains au début, avec un lancement du processus en 2026. C'est à ce moment-là que les opérations conjointes commenceront, avec les premières livraisons de fret à la surface de la Lune. Une fois cela accompli, la prochaine phase consistera à établir des installations, à la fois en orbite et à la surface, alors que la base commencera à prendre forme. Cela se déroulera de 2031 à 2035, ce qui place ce projet derrière le calendrier des États-Unis. Mais personne n'est certain que le calendrier américain pourra être respecté. La base devrait être utilisée à partir de 2036. C'est l'emplacement qui inquiète les États-Unis. La Chine et la Russie sont restées assez discrètes sur l'emplacement prévu pour la base, ou sur sa taille. Mais il est également prévu qu'elle soit située au pôle sud lunaire. On ne sait pas si la cible est le cratère Shackleton, mais l'environnement riche en eau de l'emplacement en fait une cible très attrayante. Cela signifie que les États-Unis ne se lancent pas simplement dans un nouveau pari lunaire pour reproduire leur succès passé. Ils sont engagés dans une course pour maintenir leur domination de l'espace. Depuis Sputnik, les États-Unis n'ont jamais été en retard dans la course à l'espace, et ils n'ont jamais eu à répondre à une grande question. Que se passe-t-il si quelqu'un d'autre arrive le premier et revendique ce territoire ? Avec les ressources de la Lune qui semblent alléchantes et Mars qui s'annonce comme la prochaine grande frontière, une guerre spatiale pourrait devenir inévitable. C'est pourquoi les États-Unis considèrent la Lune sous un angle que personne ne peut ignorer. Une forteresse à énergie nucléaire, située juste au-dessus de l'endroit le plus riche en ressources de la Lune et surveillée par les drones les plus avancés du monde, enverrait certainement ce message. Maintenant, il ne reste plus qu'à tenir ses promesses. Lorsque la NASA devait battre les soviétiques pour atteindre la Lune, elle s'appuyait sur les meilleurs scientifiques, prêts à travailler pour le gouvernement. Mais aujourd'hui, elle a accès à tout un nouveau vivier de talents, issus du secteur technologique, motivés pour respecter ce calendrier qui semble impossible. Ils savent que s'ils réussissent, les récompenses seront énormes, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais ils savent aussi qu'en cas d'échec, il y a bien plus en jeu que leurs actions en bourse. Si les États-Unis perdent cette nouvelle course à l'espace, il se pourrait qu'ils ne puissent jamais rattraper leur retard cette fois-ci. Car il ne s'agit pas seulement de prestige, mais bien des clés du cosmos. La technologie des vols spatiaux est peut-être sur le point de faire un bond quantique. Regardez. 20% de la vitesse de la lumière. Le nouveau moteur à lumière est incroyable. Découvrez ce qui pourrait alimenter le futur des voyages spatiaux. Ou regardez plutôt cette vidéo.